Vraiment, ce que je ne comprends pas du côté de Phoenix, c'est comment, dans le même temps, Phoenix essayait de faire Butler, mais si KD avait dit oui, aurait envoyé KD à Golden State pour récupérer Butler. Je ne comprends pas comment tu peux avoir une telle dichotomie dans tes velléités sportives et dans tes choix de front office. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Aujourd'hui, sans surprise, on va vous parler de la trade deadline. Nous allons faire un très très grand bilan de la trade deadline en deux parties. Aujourd'hui, place à l'Ouest, qui a, on va aller être très honnête, les mouvements les plus intéressants. On va en parler très très largement aujourd'hui. Pour ce faire, d'abord, j'ai avec moi le fan d'une équipe qui a pas bougé et d'une équipe qui inquiète pas trop visiblement. On en a parlé en off. Visiblement, les autres équipes sont pas très inquiétées par ce Thunder d'Oklahoma City. Constant, tu vis ça comment? Le fait que ton équipe inquiète pas trop. Bah, on en reparlera au mois d'avril quand ils vont se manger 4-1. Non, oh là, oh là 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 là. Je l'ai déjà faite celle-ci. J'ai fait un excès de zèle, mais écoutez, n'ayez pas peur. On verra bien si le futur vous donnera raison ou s'il vous donnera tort. Moi, j'aimerais qu'il donne tort, mais de toute façon, dans quelques temps, on aura un épisode Power Ranking. Ça permettra de clarifier ma position sur où je classe le Thunder par rapport au reste de la conférence Ouest. Mais c'est bien. C'est un petit challenge, effectivement. Continuez de pas avoir peur. On verra bien ce que ça donnera. Et avec nous, une équipe qui a peur, elle, Tom, est de payer beaucoup d'argent et de taxes et de luxury tax. Ce sont les Grizzlies. Comment ça va, Tom? Ben écoute, je suis fan d'une équipe qui fait preuve d'une ambition qui traduit un manque d'ambition. Voilà, c'est la vie, la vie des fans des Grizzlies. Mais bon, voilà, les choses vont et viennent à NBA, écoute. Et puis, content de pouvoir discuter avec vous de cette conférence Ouest avec justement le leader de la conférence Ouest. De la NBA. Actuellement. De la NBA. Et ouais, de la NBA, effectivement, la NBA, alors qu'il va récupérer son Chet Cherry. Qui ne sera pas abordé dans cet épisode. Du coup, on ne parlera pas de C'est dommage, parce que sur le dernier jour de la trade deadline, je compte pas le trade de Luka Doncic, bien sûr, mais vraiment la deadline, le jour de la deadline, c'est la meilleure acquisition, le retour de Chet. Ah, c'est pas ça que tu parlais de Daniel Theis. Qui a été coupé, en plus. Ah. Ça me prestille les tours de draft. En tout cas, aujourd'hui, on va donc vous parler de l'Ouest, vous l'aurez deviné. Ce qu'on va faire, donc on va faire un bilan de cette trade deadline. Avant de faire ce bilan, on vous rappelle comme d'habitude de nous suivre sur votre appli de podcast préféré, que ça soit Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, etc. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur YouTube et sur Twitter. En tout cas, nous, on se retrouve juste après la pause et on va s'envoler du côté pour commencer. Eh bien, on va parler d'une équipe qui a bougé il y a quelques jours. Ce sont les San Antonio Spurs. Bien évidemment, je le précise, vous êtes peut-être surpris si vous avez raté certains événements, mais on a déjà parlé du trade de Luka Doncic dans un live où vous étiez très, très, très nombreux. On vous remercie. Donc, on vous renvoie vers cet épisode consacré à ce trade où j'aurais quelque chose peut-être à amender, mais je le ferai sur les réseaux sociaux parce que je pense que certaines de mes analyses étaient un peu fausses sur certaines choses. Mais passons parce qu'on a eu de nouveaux éléments depuis. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'arrivée de De'Aaron Fox du côté des Spurs. Ce qu'on va faire, les gars, on va présenter aux auditrices, aux auditeurs, c'est qu'on va à chaque fois partir de l'équipe et on va voyager d'équipe en équipe. Parce qu'il y a certaines équipes et certains deals qui sont entremêlés. Il y a des équipes qui ont fait plusieurs trades. Donc, parler de trade après trade, ça aurait été pas vraiment logique. Donc, remontons dans le temps et commençons par l'arrivée de De'Aaron Fox du côté de San Antonio. C'était dans les tuyaux depuis pas mal de temps. Constant, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et surtout, est-ce que tu as aussi, je vais dire, dithyrambique qu'une partie, je vais dire, de l'analyse basket, et notamment aux États-Unis, qui voit ce trade d'un œil ultra positif? Dithyrambique, non. Disons que pour moi, il y a deux aspects dans ce trade. Il y a l'aspect ce que tu as lâché en termes d'assets pour récupérer le joueur. C'est plus sur ce point-là où je serais dithyrambique, puisque les Spurs ont échangé 3 firsts, mais dedans, il y a le first de Charlotte qui est protégé loterie de cette année, donc ça va donner 2 seconds tours. Et puis surtout, il y a le pick de Minnesota non protégé 2031 que tu avais récupéré en tradant ton pick
qui est devenu Rob Dillingham. Donc, tu peux très vite, si tu réduis un petit peu, on va dire, si tu fais des raccourcis, te dire que les Spurs ont échangé Rob Dillingham contre De'Aaron Fox, à peu de choses près. Hein. Tu rajoutes un first 2021, mais c'est à peu de choses près le deal. Donc, effectivement, en termes d'assets, tu n'as lâché aucun des jeunes auquel tu tiens, j'ai envie de dire, que ce soit les Stephen Castle, que ce soit les Devin Vassell, les Jeremy Sohan, enfin voilà, en termes vraiment de ce que tu as récupéré pour le joueur, là pour le coup je suis dithyrambique. Après sur le joueur en lui-même, j'ai l'impression que pas que San Antonio grille les étapes parce qu'ils ont un joueur comme Victor Wembanyama et que dans tous les cas, je pense que quand tu as un tel joueur, la progression est sans limite en termes d'effectifs et que tu n'as pas besoin d'être ce genre d'équipe qui peut très vite se retrouver un petit peu bloqué dans le midfield ou un petit peu bloqué dans cette zone du play-in entre la 7e et la 10e place parce que tu n'as pas tanké suffisamment longtemps. Avec Victor, tu n'as pas ce problème-là, mais je vois ça comme un move pas précipité, mais comme une volonté de la part du management des Spurs de très vite entourer Victor Wembanyama pour essayer de lui faire atteindre un petit peu de compétitivité, notamment cette année en essayant d'accrocher le play-in et d'accrocher du coup une qualification en play-off via le play-in. Sur le joueur, voilà, je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure situation ou le meilleur joueur que tu puisses coller à Victor Wembanyama, surtout que là, bon, on a un échantillon très faible qui est que d'un seul match, mais il est plus dans un registre de combo guard en tant que arrière un petit peu explosif qui apporte du scoring plutôt que dans le rôle de poste 1 qu'il avait à Sacramento. Il partageait les tâches de playmaking avec Malik Monk. Les Spurs ont toujours Chris Paul en tant que playmaker, un peu dépositaire du jeu dans leur starting five avec Fox à côté. Donc voilà, mon ressenti au général, c'est une situation où les Spurs ont eu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient accélérer un petit peu le processus pour permettre à Victor Wembanyama d'aller très haut au niveau de la compétitivité, en tout cas d'aller plus haut que ce que tu aurais pu avoir en étant patient. Est-ce que ça valait le coup? Pour moi, tu aurais peut-être eu mieux en attendant 6 mois de plus. Mais c'est que mon avis. Tu aurais peut-être eu d'autres cibles plus à même de jouer à Victor qui auraient pu être disponibles d'ici 6 mois. Dans tous les cas, vu le peu d'assets que tu as lâché, c'est toujours un bon move et San Antonio, pour moi, sort parmi les vainqueurs de cette trade deadline. C'est vrai, Tom, je ne sais pas si tu es d'accord, je rejoins Constant en termes d'asset management, si on utilise un anglicisme. On peut que se féliciter parce que, tu l'as dit Constant, tu lâches pas parce que c'est un petit peu la question, hein, Stephen Castle, est-ce que on le lâche, on le lâche pas? Finalement, ils l'ont pas lâché. En termes de contrepartie, c'est à plus que positif du côté de San Antonio, où on sait, hein, c'est un secret de polichinelle, que ça forçait du côté de Rich Paul, qui est l'agent de De'Aaron Fox, pour le faire atterrir à Sacramento. Donc, de ce côté-là, ça va. C'est vrai que du côté du fit terrain, je te rejoins, je me pose des questions. Je me pose surtout, moi, des questions personnellement à moyen terme et long terme en me disant, est-ce que c'est vraiment la deuxième option quand Victor commencera à atteindre sa pleine puissance que tu souhaites avoir? Je ne sais pas. Constant a déjà parlé. Tom, tu penses quoi de ce trade? Ben, un peu comme vous avez dit, hein, que les Spurs n'ont pas lâché d'assets tangibles, mais ils ont lâché des assets spéculatifs. C'est-à-dire que c'est des choses qui pourraient donner quelque chose, mais rien de concret qui va chambouler un peu la façon dont leur effectif est construit. Ce qui est assez intéressant puisque voilà, Victor évolue très vite et on peut voir que ils utilisent un peu le mode d'emploi qu'il y a pour les talents générationnels. Ou par exemple, c'est ce que les Pelicans avaient fait quand ils avaient eu Anthony Davis en rajoutant Jrue Holiday très vite, à l'équipe. C'est ce que les Mavericks avaient fait pendant que Luka Doncic était encore sous contrat rookie en rajoutant Kristaps Porzingis. C'est-à-dire que tu tentes pendant que ton joueur majeur est encore sous contrat rookie, il évolue tellement vite, tu sais que tu ne vas pas pouvoir retourner à la loterie très vite. Ou du moins, tu sais que, à part un énorme coup de chance, c'est pas un joueur qui va te permettre de tanker rapidement hors blessure. Donc, tu essaies de maximiser les chances et de récupérer des joueurs qui sont assez matures et assez forts pour évoluer avec lui. Parce qu'en fait, c'est ça c'est aussi une problématique qu'on peut avoir avec des superstars, c'est que quand la superstar de l'effectif évolue beaucoup plus vite que le supporting cast. Donc, soit tu es obligé de faire appel à des vétérans, donc sacrifier une partie de ta jeunesse, soit tu es obligé de profiter du contrat rookie pour ramener des joueurs qui vont évoluer en même temps que lui, qui sont peut-être en milieu de prime. Alors, ça va être quelque chose qui va te permettre d'accélérer un peu ton projet, même si tu n'es pas sur la phase définitive et tu te donnes aussi du temps au cas où ça marche pas, de pouvoir le rééchanger pour une autre pièce qui fonctionne aussi plus. Là où je
j'apporterai un brin de scepticisme, c'est que dans les exemples qui ont été cités avant, ça met une espèce de limite à la progression de ton effectif en termes de, je sais pas, de puissance de feu, parce qu'à chaque fois, ce genre d'acquisition, c'est des opportunités de marché sur des joueurs qui soit étaient en échec, soit, en gros, t'as pas ramené des potentiels DH20 sur ces moves-là, en fait. T'as ramené des bons lieutenants, et je me demande à quel point, dans les exemples que tu as cités, Tom, à chaque fois, la seconde option est arrivée au bout de 1 ou 2 ans. Elle était has-been par rapport au niveau qu'avait atteint le joueur. Donc, top 10 DH20, top 5 DH20, et avait pas le niveau suffisant pour être une deuxième option d'une équipe qui a de vraies ambitions. Et c'est exactement ma crainte avec De'Aaron Fox. C'est que quand Victor sera installé top 5 DH20 dans X années, mois, que De'Aaron Fox, on se pose des questions sur son vrai niveau en tant que deuxième option, ce qu'il est de facto maintenant. Après, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que De'Aaron Fox, c'est un joueur qui, voilà, c'est pas un joueur totalement fini. Alors oui, il a déjà des points forts établis, le drive, le jeu, ce fameux jeu à mi-distance là, avec justement son jeu quand il snake le pick and roll pour finir justement au niveau de la tête de raquette. Donc là, il a déjà, c'est un joueur qui a déjà son move automatique. On peut se poser la question de la notion de spacing. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est un joueur qui est aux antipodes de Chris Paul. Hein. On le connaît historiquement. On sait que Chris Paul, c'est un joueur que quand il est important dans ton effectif, tu vas pas jouer beaucoup de transition. Tu vas jouer beaucoup sur demi-terrain, beaucoup de jeux placés. Et justement, c'est quelqu'un qui va un peu secouer tout ça et tu vas amener un petit peu de vitesse à un effectif qui en a aussi besoin. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur le long terme au niveau du fit, mais je pense qu'on peut leur laisser le bénéfice du doute, sachant que De'Aaron Fox aujourd'hui, c'est pas un joueur totalement fini et qui va être dans un écosystème avec justement un joueur comme Victor Wembanyama qui est tellement un aimant à mismatch et à décalage, qui n'aura plus forcément à tout faire lui-même de façon frontale et qui pourra avoir que le jeu lui sera facilité par rapport au fait qu'il joue avec Victor. Et pour le coup, on peut se dire que Victor va plus lui bénéficier que lui bénéficiera, mais peut-être que ça, c'est la bonne formule à court terme pour permettre à ces Spurs de passer un cap. Surtout que, et moi, c'est là où je pense, je marque la différence vis-à-vis des deux autres projets que tu as cités, Ben, que ce soit Anthony Davis ou que ce soit Luka Doncic. Je trouve que le supporting cast, ou en tout cas le socle de jeunes du côté des Spurs, n'a rien à voir avec le socle de jeunes que tu avais du côté des Pels ou le socle de jeunes que tu avais du côté des Mavs. Et surtout, on est dans une situation où, oui, peut-être qu'il y a des interrogations qui vont se poser sur le niveau de De'Aaron Fox, mais je pense que De'Aaron Fox reste malgré tout un joueur mieux classé au moment de son trade que ce que pouvait l'être Jrue Holiday au moment où il arrive aux Pelicans ou que ce que pouvait être Kristaps Porzingis qui sort d'un croisé au moment où il arrive du côté des Mavs. Le seul point commun, j'ai envie de dire, notamment avec le move de Kristaps Porzingis, c'est qu'on a des joueurs qui rejoignent une franchise parce qu'il y a eu des échecs au niveau des négociations contractuelles vis-à-vis de leur précédente équipe. Alors après, ça peut être des négociations contractuelles qui ont échoué volontairement, j'ai envie de dire, du côté de De'Aaron Fox, puisque visiblement, De'Aaron Fox aurait déjà contacté il y a de ça quelques mois Stephen Castle, donc peut-être que le move a été prévu en soum-soum depuis quelques mois. Mais voilà, sur cet aspect-là, en fait, t'es dans une situation où peut-être que De'Aaron Fox ne sera pas le lieutenant de la meilleure version des Spurs, j'ai envie de dire. Voilà, peut-être qu'on est dans une situation où De'Aaron Fox, d'ici, il va être prolongé, je pense, il va avoir son extension, mais peut-être que d'ici 18 mois, il se retrouve échangé pour un autre joueur. Donc, en l'état, c'est la deuxième option, mais moi, je suis relativement confiant sur le socle de jeunes, même si, voilà, on parle de joueurs qui sont dans leur deuxième contrat, les Devin Vassell, les Keldon Johnson. Je pense qu'il y a quand même une limite à tirer au niveau de leur marge de progression restante pour ces joueurs-là. Pour Jeremy Sohan et pour Stephen Castle, c'est un autre débat. Mais voilà, je trouve que le socle de jeunes est quand même suffisamment important pour t'amener une progression naturelle et qui diffère en soi du cas Luka à Dallas ou du cas Eddie aux Pels. Et surtout, je suis pas entièrement convaincu sur le fait que De'Aaron Fox soit ad vitam aeternam la deuxième option de Victor Wembanyama. Vous le voyez vraiment être potentiellement échangé d'ici à, je sais pas, par exemple, il y a un monde chez vous où à l'été 2027, il est plus à San Antonio, déjà. Pour moi, oui. En fonction des opportunités de marché, oui.
S'il y a un meilleur joueur que lui qui peut être disponible, je suis d'accord avec vous, du coup. Si c'est ça, je suis d'accord avec vous. C'est plutôt que moi, je le voyais, alors pas s'inscrire, je le voyais pas faire 6-7 ans du côté des Spurs, mais en cas de prolongation, moi, je le voyais bien faire. Là, il arrive en cours de saison, genre 2 saisons et demie du côté des Spurs, ce qui nous amène en 2027, du coup. Oui, donc... Ouais. Imaginons, on a, je sais pas moi, on a un meneur du côté de Charlotte qui demande à être transféré. Est-ce que tu peux pas... Non, mais je prends des exemples. En fait, j'essaye de trouver pour YouTube, Tom a fait un espèce de mouvement de la tête de désolation. Voilà, pour ceux qui nous écoutent pas, pour ceux qui sont pas sur YouTube. Voilà. J'ai pas dit un meneur du côté d'Atlanta. J'ai été gentil. Non, mais imaginons, t'as un joueur qui, selon moi, ces deux joueurs peuvent potentiellement être disponibles dans les 24 mois à venir. C'est des joueurs qui collent beaucoup plus au style de jeu de Victor Wembanyama, qui sont beaucoup plus complémentaires offensivement que lui. Bah, peut-être que les Spurs, au moment de faire le choix entre est-ce que je transfère Stephen Castle ou est-ce que Stephen Castle de 3e année, donc le Stephen Castle de 2027, ou De'Aaron Fox, peut-être qu'ils vont partir sur je transfère plutôt De'Aaron Fox. Je pense que c'est aussi un côté, tu améliores ton effectif et de par l'aspect De'Aaron Fox, tu as une rétention de valeur sur un joueur que tu peux potentiellement insérer dans un package pour récupérer un joueur qui est encore meilleur que De'Aaron Fox. Sachant que la notion de rétention de valeur aussi pour l'équipe qui va recevoir le joueur, on a vu justement par un trade qui s'est passé que parfois des gens préfèrent avoir des joueurs que des choix de draft. C'est un sujet qu'on abordera peut-être cet été. Et Tom acquiesce. Je vois qu'on a peut-être l'efficacité 2.0, la valeur qui a accordée au choix de draft et peut-être le fait que parfois, en fait, un choix de draft, c'est un peu, j'ai des connaissances cinématographiques très, très mauvaises, mais c'est dans Forrest Gump, je crois, la boîte de chocolat. C'est un peu la métaphore de la boîte de chocolat dans Forrest Gump. Bref. C'est une pièce en l'air. Exactement. Enchaînons avec l'ancienne franchise de De'Aaron Fox, ce sont donc les Kings. Alors, pour résumer les trois trades parmi lesquels les Kings ont été, joueurs intégrés. Il y a donc l'arrivée de Zach LaVine, une flopée de choix de draft. Je vais afficher sur YouTube pour ceux qui sont intéressés les résumés de chaque trade pour, on va dire, la compréhension du podcast et pour sa fluidité, je vais pas à chaque fois tout résumer parce que c'est parfois un petit peu lourd. Il y a aussi l'arrivée de Jonas Valanciunas et de Jake LaRavia. On parlera de Memphis un peu plus tard. J'ai commencé avec Constant pour les Spurs. Je vais commencer avec toi, Tom, pour les Kings. On va être très honnête, le choix des Kings en termes de joueurs, de personnel et certains trades ont pas forcément ravi la fanbase. T'en penses quoi de ce qui s'est passé? Bah, ils font la All NBA Mid Team, en fait. C'est-à-dire que, ils vont prendre, c'est ça, après, encore une fois, c'est une notion d'objectif. C'est-à-dire que eux, leur choix, c'est d'avoir récupéré des joueurs pour rester compétitifs. Compétitifs au sens Sacramento Kings, c'est-à-dire se mêler à la lutte. Non, mais voilà. C'est-à-dire que toutes les équipes, encore une fois, n'ont pas la même définition du succès en NBA. Et pour certaines équipes, faire les playoffs, c'est suffisant. Notamment quand tu prends le contexte de Sacramento qui a une participation en playoffs en 20 ans. Voire faire le play-in. Voilà. Donc, c'est une équipe qui veut se donner une chance pour ne pas retomber dans l'oubli, et qui a décidé justement de récupérer, entre guillemets, des joueurs, puisque c'est une équipe qui, au final, même si le plafond de l'équipe n'était pas haut, mais c'est une équipe qui était assez plutôt loin, entre guillemets, dans son processus de construction d'équipe, avec notamment 2 joueurs quasiment au max et des role players autour qui ont été aussi payés, qui ont été aussi grassement payés. Donc plutôt qu'en revenir à zéro, l'équipe s'est dit on va se séparer on est contraint, entre guillemets, de se séparer de De'Aaron Fox. On va essayer de rester compétitif un minimum et en même temps essayer de jouer ils essaient de jouer le court terme pour ne pas être trop mauvais et le moyen terme en récupérant quelques tours de draft. Donc voilà, c'est ce qui fait que c'est une équipe qui, je pense, a été prise de court et qui essaie de garder cette notion de compétitivité qui, pour moi, n'est pas forcément une bonne chose. Mais encore une fois, si le but c'est d'essayer de faire les playoffs sur les 3 prochaines années, 2 fois au moins sur les 3 prochaines années, vaut mieux faire ça que essayer de repartir dans un truc de reconstruction où tu es sûr que tu n'y arriveras pas. Constant, le jugement tape
à toi de juger ce qu'ont fait les Kings. Oui, je suis complètement d'accord avec Tom. Je ne vais pas paraphraser ce qu'il a dit, mais je pense que les Kings et surtout le propriétaire des Kings est terrifié par l'idée de retourner dans la médiocrité et qu'il est prêt à tout. Là aussi, un leitmotiv de cet épisode, c'est le désespoir. Et à quel point le désespoir peut te forcer à faire des choses que parfois nous ne comprenons pas. Mais effectivement, tu es dans une situation où je pense que Sacramento n'a pas envie vraiment de tout faire exploser, de trade Malik Monk, de trade Domantas Sabonis. Je pense qu'ils ont pas envie. Vraiment, ils veulent pas, quitte à finir 11e, mais au moins espérer accrocher une lutte au play-in sur la première semaine d'avril. Sacramento, ils veulent jouer quelque chose sur la première semaine d'avril, même si leur saison s'arrête à la 3e semaine d'avril, ils veulent jouer quelque chose. Après, sur le move en soi, je trouve que c'est sur les moves, tu récupères pas des mauvais joueurs, j'ai envie de dire. Tu récupères Zach LaVine qui fait une super saison, tu récupères des pics de draft, tu récupères Valanciunas, là pour le coup, t'as 48 minutes claires, nettes, précises. Enfin, les rotations au poste de pivot, c'est Sabonis, Valanciunas, voilà. Bon, par contre, moi, c'est juste si t'as un extérieur du côté de Sacramento entre les end-off de Sabonis et les post-up de Valanciunas, tu vas pas souvent avoir un nombre de touch ou un nombre de time of possession dans les mains assez élevé. Mais voilà, même Jake Claravia, on en parlait du côté de Memphis, qui fait pas une mauvaise saison, même s'il fait une bonne saison dans des aspects qu'on l'attendait pas, c'est-à-dire tout ce qui ne concerne pas le tir extérieur, j'ai envie de dire. Mais Sacramento, je trouve qu'ils sont dans une situation où à partir du moment où tu comprends que le projet c'est de rester compétitif, bon bah c'est ok. C'est rigolo de voir que Zach LaVine et DeMar DeRozan sont réunis. C'est rigolo de voir que Valanciunas et DeMar DeRozan sont de nouveau réunis. Je sais pas, peut-être qu'ils font la All Mid Team, peut-être qu'ils font la All DeRozan Team. Ils se disent peut-être que si on ramène tous les anciens coéquipiers de DeMar DeRozan, peut-être que ça va donner quelque chose. Peut-être qu'ils vont signer Kyle Lowry si jamais il est buyout du côté des Sixers. Mais voilà, je trouve que ouais, effectivement, dans une situation où t'as récupéré un nombre d'assets qui est bon pas fou pour De'Aaron Fox, mais tu as quand même récupéré de la qualité avec Zach LaVine et avec Jonas Valanciunas. Donc, dans une optique de rester compétitif, on va dire que Sacramento a rempli sa mission, même si effectivement, si toi, Ben, toi, Tom ou moi, nous avions été GM des Kings, on serait parti dans une autre optique. Rien d'exceptionnel à rajouter de mon côté. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, si on fait une espèce de hiérarchie des joueurs qui étaient disponibles, donc on met pas Luka Doncic théoriquement, du coup. Ah bah non, tu t'appelles pas les Lakers, donc il est pas disponible. Si on fait une hiérarchie, en soi, je pense que, et encore, ça dépend sur cette saison, Zach LaVine est peut-être le meilleur joueur après De'Aaron Fox qui était disponible. Donc en soi, si on parle d'un point de vue terrain, il ressortent avec lui. Je te vois lever la main, Constant. Et j'ai même envie de dire, cette saison, LaVine n'est-il pas un meilleur joueur que De'Aaron Fox? Il est meilleur. Cette saison, je pense qu'il est meilleur. Donc, en soi, d'un point de vue terrain, c'est vrai que, en termes de projection, et c'est là où on peut comprendre les fans des Kings, Tom l'a très bien résumé, c'est un peu, voilà, un manque d'ambition en termes de projection parce que tu as peur de couler, et c'est très vrai. Et je pense que, et on le dit souvent chez Dunk Hebdo, il faut regarder le passif des Kings qui ont reconstruit pendant 20 ans. Donc, c'est assez compréhensible en tant que propriétaire et en tant que fonds-fils que tu ne souhaites pas retourner dans cette situation-là. Après, oui, ça laisse un projet qui est... on parlera des comparaisons avec certains projets dans la division Pacifique. Bah, quand dans ta division, tu as des projets qui, certes, peuvent être discutés, peuvent être discutables, mais traduisent de l'ambition à certains niveaux, c'est un peu compliqué bien évidemment à vivre pour les fans des Kings. Un mot rapide, est-ce qu'on a vraiment envie de parler des Bulls? Salut Adrien, ou pas? Non, les Bulls, non, les Bulls, enfin, les Bulls, ça faisait depuis novembre 2021, je crois qu'ils n'avaient pas fait de trade en cours de saison. Donc peut-être que Karnisovas était un petit peu rouillé au niveau des trades. Assoupi. Assoupi. Malgré tout. Pourquoi? Moi, j'ai une question pour les fans des Bulls. Pourquoi? Ça fait 1 an que tu fais de la rétention de valeur sur Zach LaVine en te disant bon, on veut pas les changer parce que le contrat est trop important et que du coup les offres que l'on a à notre disposition ne nous conviennent pas. Pourquoi tu vas faire ça pendant 1 an pour au final le lâcher au rabais comme tu l'as lâché du côté de Sacramento? Alors je sais pourquoi. Parce que tu récupères ton pic de draft. Le pic de draft, il t'est protégé à 10, il me semble. Déjà. Oui. Donc déjà, pic de draft qui était protégé à 10. Et tu le récupères. Bon, là, pour le coup, tu vas pouvoir tanker comme un porc. Mais
Je comprends pas pourquoi. Ouais, trop tard, bien sûr. Après, bon, les voies de la loterie sont impénétrables. Les valises de Maître Véreux, par contre, sont fortement étanches. Mais effectivement, je trouve que sur cet aspect-là, t'as le côté où, franchement, j'ai du mal à voir. Autant Sacramento, je peux comprendre pourquoi tu as tradé Fox et pourquoi tu es toujours dans cette optique de compétitivité. Même le retour qu'ils ont obtenu pour Fox, je peux assimiler parce que tu fais venir Lavigne de l'autre côté, que même si le retour est pas incroyable, au moins tu as des pics de draft et potentiellement que tu peux renvoyer ailleurs, etc., puis tu te débarrasses du contrat d'Huerter. Mais Chicago, pour moi, il y a une vraie incertitude sur quel est le motif qui pousse Chicago à trader Zach LaVine autre que récupérer son propre pic qui était déjà protégé. L'argent. Oui, la thune, oui, c'est la réponse. L'argent, voilà, c'est ça. On en parlera potentiellement dans d'autres trades, hein. Quand toi, ton motif, quand ce qui est plus important pour toi, c'est économiser de l'argent plus que ce qui va se passer sur le terrain, ben, ça peut donner des échanges qui peuvent paraître incompréhensibles parce qu'au final, tu donnes la plus grosse valeur et au final, toi, la chose que tu retires en priorité, c'est la flexibilité financière sur le long terme, sachant que, voilà, Zach LaVine, il peut se reblesser. Tu vois, la saison dernière, il était blessé, sa valeur était totalement down. Là, cette saison, il fait une très bonne saison, il est reparti à la hausse. Ils se sont dit, ben, écoutez, on vend tout de suite. Au moins, on n'a plus la problématique de son contrat qui sera de son contrat et de sa valeur qui peut être très fluctuante, quoi, de s'il est blessé ou pas. Donc comme ça, c'est plus leur problème, ça. Et je pense que voilà, le côté financier peut être très important et d'avoir un aussi gros commitment, c'est-à-dire que tu peux te dire que potentiellement l'offre qu'ils ont eue pour Zach LaVine aujourd'hui, si jamais LaVine se blesse, ou il y a des chances il y a moyen de se dire que c'est peut-être la meilleure saison de la carrière de Zach LaVine et il fera pas mieux, quoi. Donc, vaut mieux vendre peut-être au plus tôt et se dire, bah, c'est plus notre problème, plutôt que attendre la meilleure offre et que finalement d'autres personnes arrivent sur le marché et finalement ça devient une pièce qui est moins importante à discuter, quoi. Et tu dois attendre que d'autres joueurs passent avant lui sur l'échiquier de la ligue pour pouvoir le transférer quelque part. Ah, mais du coup, dans ce cas-là, il y a deux trucs que je comprends pas. C'est pourquoi tu te soucies autant de l'argent alors que que tu te soucies de l'argent quand tu es une équipe dans la taxe. Je veux bien. Que tu te soucies autant de l'argent quand tu n'es pas une équipe dans la taxe, ça me pose un peu plus problème. Et surtout, sur cette notion de on va attendre la meilleure offre on ne va pas attendre la meilleure offre, mais on va essayer de je n'arrive pas à dire ce mot. On va essayer de capitaliser. Voilà, merci. Tu vas essayer de capitaliser sur la valeur sportive d'un joueur qui fait sa meilleure saison en carrière et te dire c'est plus mon problème. Dans ce cas-là, je comprends pas pourquoi ils ont pas tradé Nikola Vucevic, qui fait une de ses meilleures saisons en carrière et qui, lui aussi, il y a un an, avait une valeur qui était très faible et qui, là, cette année, a une valeur sportive où je ne dis pas que tu aurais pu avoir un retour dément pour Nikola Vucevic, mais je suis sûr que tu avais des acquéreurs du côté de Vucevic. Après, peut-être que tu retardes l'échéance de 6 mois jusqu'à la draft et qu'à la draft, tu auras toujours des potentiels acquéreurs pour Nikola Vucevic. Mais du coup, dans cet aspect-là de je maximise sur la valeur sportive d'une bonne saison d'un de mes joueurs, je comprends pas pourquoi tu fais Lavigne d'un côté et que tu fais pas Vucevic de l'autre. Bah, là, pour le coup, simplement pour rebondir, hein, je pense que, encore une fois, Vucevic, il est arrivé, en tout cas, les équipes qui étaient intéressées par Vucevic avaient d'autres choses à gérer avant lui, puisque c'était pas la priorité, en fait. Et c'est ce qui a fait que, voilà, il est passé derrière d'autres joueurs, et quand le moment est venu pour peut-être parler de lui, ben, soit il y avait plus les assets, soit c'était trop tard, quoi, puisque c'est quand même un contrat assez imposant, hein, c'est quand même plus de 20 millions, c'est difficilement bougeable. Pour les équipes qui sont intéressées par son profil pour potentiellement des joutes de playoff, bah c'est quand même, tu dois bouger des pièces assez significatives. Pour un contrat, rappelons quand même que, si je mets une petite pièce du côté de Constant, rappelons qu'au moment de la signature du contrat de Vucevic, il était perçu comme potentiellement intradable, en tout cas qu'il allait être très difficile à trader. Je rajouterais juste, vis-à-vis de la contrepartie en elle-même, je suis assez fasciné par cette capacité des Bulls à récupérer toujours des joueurs qui sont dans des mauvais moments de leur carrière pour ne pas les relancer très souvent. C'est-à-dire que Zach Collins, Huerter qui met plus un tir depuis 1 an et demi. 2 ans. Et Zach Collins Ton ami Zach Collins. qui a fait une bonne année.
En plus, on me l'avait dit, il a fait une bonne année. Voilà, par contre, alors, tu l'as dit, Tom, pour une équipe qui donne beaucoup d'importance à ses finances, il y a quand même 22% de ton cap qui seront donc dans Kevin Huerter et Zach Collins. Bref. Sachant qu'ils ont prolongé Lonzo Ball aussi. En plus. Et qu'il y a Josh Giddey à payer. En plus. Bref. On salue les fans des Bulls, Adrien, voilà, on te salue. Enchaînons. Et en parlant d'équipe qui a un fan à l'intérieur de Dunk Hebdo, Tom, tu peux t'asseoir sur le divan. Nous allons parler des Memphis Grizzlies. On va donc parler de Memphis. Tom, alors tu nous as déjà un peu livré quelques billes de ton analyse en off. Tom, comment tu expliques les moves actuels? Rappelons que le gros move du côté de Memphis, c'est celui donc de se séparer de Marcus Smart qui a été envoyé du côté de Washington. Qu'est-ce que tu penses de ce trade où du côté des Memphis, des Grizzlies, on s'est aussi séparé de Jack LaRavia? Je dirais que si tu prends uniquement le plan sportif, ce sont des moves qui ne font aucun sens d'un point de vue sportif, encore une fois, puisque tu vas t'affaiblir au final. Tu affaiblis ce que tu peux proposer sur le terrain pour gagner à moyen terme au niveau de ce que tu vas proposer au niveau de l'exercice comptable. Donc, en gros, on peut se dire que à la fin de Memphis est moins fort au niveau de la deadline d'un point de vue terrain, et c'est même délesté en termes d'assets. C'est-à-dire que tu as transféré Marcus Smart qui, certes, ne jouait pas beaucoup, qui a joué 39 matchs depuis qu'il est arrivé à Memphis, et qui aurait pu, entre guillemets, potentiellement servir face à certains types d'adversaires, puisqu'on sait que défensivement, Memphis a pas mal de problèmes sur la défense du point d'attaque face à des ailiers puissants ou des joueurs puissants où tu es obligé de mettre 2 joueurs sur le ballon, ce qui va complexifier ton système défensif et tu es vite dans les rotations. Sans Marcus Smart, tu te rends un peu vulnérable à cette situation-là. Tu as la problématique également de perdre Jack LaRavia, qui est un joueur qui a fait pas mal de bonnes choses et qui a malheureusement pour lui avoir été étiqueté en tant que shooter. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas avec l'étiquette d'un shooter à la draft, c'est quelqu'un qui va être considéré comme un bon développement. C'est juste qu'il fait tout et le shoot ne rentre pas, sauf qu'il a été vendu pour le shoot. Donc c'est un très très bon joueur, très bon connecteur, défense plutôt correcte, plutôt puissant, très bon sur le playmaking défensif. Donc en gros, tu te sépares de ces 2 éléments-là, plus d'un choix de draft, pour récupérer des joueurs qui, sur le terrain, ne te serviront absolument à rien, qui risquent d'être coupés. Ce sera la classique, hein. Un joueur va être coupé et Memphis va faire la promotion d'un two-way player qui va devenir la nouvelle sensation. La classique, la classique. Et puis au final, tu te retrouves avec un front office qui hypothétique littéralement ses chances pour cette saison, puisque pour moi, Memphis est une équipe beaucoup plus vulnérable qu'en début de saison avec ces moves-là, pour pouvoir te mettre en position de re-signer Jaren Jackson Jr. Pour lui proposer une raise and extend, un peu à la manière de ce qui s'est passé pour Markkanen, un peu à la manière de ce qui s'est passé pour Miles Turner également. Pour augmenter son contrat, puisque voilà, c'est ça aussi, quand tu as un joueur qui superforme un contrat dégressif, il faut qu'il aille se remettre sur le marché pour réindexer sa valeur. Sauf que le seul moyen que tu peux utiliser pour réindexer sa valeur avant la fin de son contrat, c'est de lui proposer une augmentation et de lui faire une extension, un peu à la manière de Sabonis aussi, comme tu disais, Constant, pour augmenter son contrat. Sauf que pour faire ça, il faut que tu aies du cap space. Et la seule façon pour avoir du cap space, c'est de décliner l'option de Jack LaRavia, de pouvoir te séparer de l'argent de Marcus Smart, de donner qu'un an de contrat à Luke Kennard et d'utiliser les faibles cap hold de Santi Aldama pour passer au-dessous du cap, avoir de l'argent, augmenter et re-signer les deux. Bon, j'ai fait un peu long. Non, c'était très intéressant, Tom. Quel est ton constat, Tom? Constant, oulala, c'est compliqué. Constant, t'en penses quoi? On en a un peu parlé en off tous les deux aussi de Memphis. Je te sens un peu remonté sur Memphis. Moi, franchement, ça m'agace. Et en fait, plus on avance dans mon expérience de fan NBA, dans mon expérience d'analyste avec des giga guillemets NBA, plus ce qui m'énerve, c'est les proprios radins, ou en tout cas les équipes qui ne se donnent pas les moyens de ce que l'apport terrain pourrait leur donner. Et je pense que pourquoi ça me frustre, parce que
Et ça rejoint un peu ce qu'on avait dit sur le trade de Doncic, c'est que tu as des fans qui investissent santé mentale, santé physique, santé émotionnelle, santé financière, qui impliquent plein de trucs dans leur équipe pour finalement être dépendants des choix d'un proprio radin. Et du côté de Memphis, franchement, c'est ça qui m'agace. C'est que à Memphis, 2022, ils sont pas loin. C'est l'année où t'es on the rise, t'es pas loin, tu perds contre Golden State, tu manquais peut-être un peu d'expérience. Ok. 2023, tu perds une année. Pourquoi? Parce que Brandon Clark se blesse, parce que Steven Adams se blesse et parce que Ja Morant fait n'importe quoi. 2024, tu perds une deuxième année à cause des blessures. 2025, t'es deuxième de la conférence Ouest, dans une NBA qui est pas non plus outrageusement dominée par une équipe, même si ton bilan face aux grosses équipes est pas si bon que ce que ton classement dans la conférence Ouest le donne en réalité, je m'en fiche. Essaye d'être un minimum compétitif. Et là, j'ai l'impression, essaye de donner les moyens de ton classement. J'ai l'impression que Memphis, Memphis est très bon pour drafter. Memphis est très bon pour faire du développement interne de jeunes joueurs, que ce soit les Vince Williams, que ce soit les G. Jackson, même les Scottie Pippen Jr., finalement, du développement interne de joueurs. Mais Memphis ne se donne pas les moyens de ses ambitions, ce qui est un choix du proprio, littéralement. Comme tu le dis, Tom, Memphis opère sous des contraintes budgétaires. Mais du coup, moi, ça m'agace. Et je pense que du côté de Memphis, vous regardez l'intégralité du trade de Marcus Smart, ils envoient 2 firsts pour le faire venir, ils en envoient un pour le refaire partir. Memphis, qui est quasiment la seule équipe qui a qui est neutre en termes de pics de draft, c'est-à-dire que fut un temps, c'était la seule équipe qui avait tous ses pics, donc aucun envoyé, aucun qui était à une autre équipe en termes de first. Vraiment, ils avaient que leurs pics. Ils en envoient 3 pour Marcus Smart, 2 pour le faire venir, 1 pour le faire repartir. Et surtout, je pense que le move a été fait, comme l'a dit Tom, pour 2 raisons. Parce qu'ils ont peur, d'une part, que Jaren Jackson Jr. atteigne la free agency. Je pense que Memphis n'a pas du tout envie que Jaren Jackson Jr. soit free agent. Et surtout, ils sont dans une optique de pas vouloir dépenser de la terre, de pas vouloir aller dans la luxury tax. Mais du coup, ce que tu fais, c'est que l'an prochain, tu vas faire un renegotiate et un extend de Jaren Jackson. Tu vas probablement prolonger Santi Aldama parce que je pense que du côté de Memphis, on aime beaucoup Santi Aldama. Et qu'est-ce que tu fais de Luke Kennard? Luke Kennard, qui est quand même un élément pas central, mais qui est le 5e titulaire, potentiellement quand Desmond Bane ou quand Ja Morant sont blessés, qui est une part importante de ton playmaking et de ton spacing. Je pense qu'il va probablement partir. Donc pour moi, cette situation de Memphis m'agace parce que on est dans la 4e année de l'ère Ja Morant, vraiment du Memphis compétitif. Et en gros, sur ces 4 années, t'en as 2 qui sont loupées à cause des blessures, et t'en as une où tu te fais taper par l'inexpérience, et sur l'année où tout semble un peu collé, même si le niveau de Ja Morant n'est pas extraordinaire, on en parlera dans le Power Ranking, t'as les role players qui sont en forme, Jaren Jackson Jr. il joue un niveau à l'NBA, Desmond Bane revient à son plein potentiel, et tu vas pas au bout de tes moyens exploitables en termes de moyens sportifs, parce que t'as pas envie de dépenser de luxury tax. Et ça m'acquis. Tom, je te laisserai le mot de la fin. Juste une chose, je pense qu'en plus pour ce genre d'équipe, tu l'as fait constant, le bilan en termes de choix de draft envoyé, choix de draft récupéré pour Marcus Smart. Pour une équipe qui montre peu d'ambition parfois en termes de trade ou en termes de signature de free agency, se rater sur ce genre de trade, c'est encore pire que pour une équipe dite normale parce que tu sais que peut-être que ça va créer encore plus d'aversion au mouvement du côté du front office. Tom. Surtout que tous les paris ambitieux qu'a tenté Zach Kleiman ont tous manqué. Hein. Si on reprend depuis la draft de Ja Morant, Justice Winslow, on l'oublie, mais il a tenté. Hein. Justice Winslow, il a tenté. Jared Culver, il a tenté. Où là, il a fallu récupérer le contrat de Gorgui Dieng à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a tenté Zaire Williams, où il a fallu récupérer le contrat d'Eric Bledsoe. Comment il s'appelle? Il a tenté Danny Green également. Il a tenté Danny Green. Ça n'a pas fonctionné non plus. Il tente Marcus Smart, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, en fait, tous les trades pour essayer d'ajouter un joueur au noyau de Memphis n'ont pas fonctionné. Et ce qui fonctionne, c'est au final la draft. Donc, ils se mettent donc du coup, ils vont se mettre énormément de pression, justement, parce que là, ils sont là où la draft était un moyen. La draft va devenir une obligation. Un moyen de survie. Voilà. T'es obligé de réussir à la draft. C'est ça. La draft va devenir une obligation. Et toute cette notion de contrat intermédiaire que tu pouvais avoir, cette notion de contrat intermédiaire va disparaître au fur et à mesure. Et voilà, dans ton processus, entre guillemets, d'acquisition de talent, tu es contraint et forcé de faire
uniquement par la draft, et on le sait, la draft, ça prend du temps, et en fait, ça décale, en fait, ta notion de timeline. Et pour moi, en fait, Memphis, aujourd'hui, hein, il reste 3 ans, pour moi, à cet effectif-là, puisque, voilà, on sait que Ja Morant a un jeu assez particulier, c'est quelqu'un qui se blesse pas mal, et au final, il vaut mieux être à trompe-pique quand il est dans son 2e contrat qu'essayer de maximiser son 3e contrat parce que tu sais jamais combien de temps il pourra tenir. À mon avis. À mon avis. C'est pareil, tu vois, on parlait des paris entre guillemets manqués, mais le fait d'avoir prolongé Jeune Conchard, du coup, ne marche pas parce que finalement, c'est un joueur qui est moyennement utile, on va dire, dans la rotation de Memphis, et les 7 millions que touche Jeune Conchard, bah, peut-être que au bout du compte, on va dire, peut-être qu'au moment de refaire les calculs en fin de saison, tu aurais préféré que ces 7 millions ils partent peut-être justement dans Jake LaRavia plutôt que dans John Concha. Durant toute la démonstration de Tom et la tienne, Constant, vous avez fait penser au FC Metz, du coup. On est sur un centre de formation des FC Metz des années 2000, quoi, centre de formation, mais pas les moyens de ses ambitions. Petit jeu, Tom, Constant, quel est le point commun, du coup, entre Memphis, Golden State, Dallas, visiblement, Minnesota, je ne sais pas si j'en ai loupé une, le point commun entre ces équipes. Houston aussi, visiblement, point commun entre ces équipes, elles auraient, d'après les rumeurs, essayé, visiblement, d'attirer Kevin Durant. Parce que oui, alors non, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de regarder sur votre téléphone. Kevin Durant n'a pas été tradé. Kevin Durant est toujours à Phoenix, mais parfois la free agency, ce sont des non-mouvements. Petit insert... la trade deadline, ce sont des non-mouvements. Parlons de Kevin Durant et parlons de la situation à Phoenix. Du coup, les gars, on salue Greg qui est dans un état... Allez envoyer un message à Greg parce que au niveau de Phoenix, c'est compliqué en ce moment. Greg qui nous a dit, je crois, dans la conversation de Nkedo, que c'était la pire saison à suivre en termes de supportering des Suns sur les 20 dernières années. Donc, voilà. Il y en a eu des saisons pourries. Il y en a eu, comparé à ce qui s'est passé sur ces 20 dernières années. La valeur de l'espoir, c'est qu'il n'y a plus aucun espoir. En fait, il n'y a plus aucun espoir. Les gars, qui veut commencer sur KD, le non-mouvement de KD? Justement par rapport à Kevin Durant, d'ailleurs de Brian Windorf dans The Collective qui a dit en gros que ça s'est pas passé là, mais ce qui s'est passé là va avoir des répercussions à la fin de la saison. Donc clairement, ce qui s'est voilà, Kevin Durant n'a pas bougé à la trade deadline. Mais il y a de fortes chances que voilà, c'est sa dernière saison au Suns. D'après ce qu'on peut déduire de ce qui s'est passé, il y a des choses qu'il n'a pas forcément appréciées et il risque de quitter les Suns d'ici la fin de saison. Donc encore une fois, je trouve que les équipes qui ont appelé pour lui, elles ont bien fait puisque c'est une franchise qui au final est en difficulté. En vrai, c'est une franchise qui est en difficulté. On s'était dit au moment où ils font le transfert de Bradley Beal que c'est un transfert où ils doivent maximiser leurs chances sur 2 ans. Ils doivent maximiser leurs chances sur 2 ans parce qu'après, ça va être non seulement très compliqué de devoir faire bouger l'effectif avec les nouvelles règles salariales qui arrivent, mais en plus de ça, t'as Kevin Durant qui, encore une fois, hein, est un peu moins bon, a toujours le shot making, mais visuellement, c'est plus Kevin Durant. Tu vois, j'ai encore vu récemment, tu vois, il se fait contrer par Jeremy Grant sur un tir où ça n'arrive, c'est des choses qui arrivent très 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 rarement, quoi. L'absence de création de séparation de Kevin Durant, ça fait un petit moment qu'on en parle, mais de plus en plus, il y a le shot making de génie qui est là, mais voilà, c'est plus exactement la même machine offensive. Et voilà, les équipes adverses ont reniflé un peu le dos du sang et se disent, c'est une franchise qui va imploser, elle ne peut pas bouger. C'est-à-dire qu'on est passé d'un état où ils voulaient faire bouger Bradley Beal pour faire arriver Jimmy Butler, et ils se sont dit, ben non, Bradley Beal il va pas bouger, mais faut qu'on bouge quand même. Donc on va mettre Kevin Durant potentiellement sur le marché. Donc voilà, tu sens que voilà, il y a le syndrome peut-être du propriétaire ou la nécessité de vouloir faire bouger les choses et que ça ne correspondra pas aux aspirations de Kevin Durant. Et on sent que voilà, c'est une franchise qui soit va être obligée de faire du retooling autour de Devin Booker, soit va être obligée de se séparer de tout le monde pour repartir à zéro. Et je pense que c'est ça. En fait, je salue Greg et toute la team de Valeo parce qu'ils en ont parlé dans leur FAQ. Je pense que tout part en cacahuète
du côté de Phoenix au moment où il récupère Nurkic et où il trade DeAndre Ayton. Tout problématique qu'était DeAndre Ayton dans le vestiaire, etc., etc. Au moins, t'avais le trade de Bradley Beal ne me pose pas trop de problèmes. Mais du coup, t'envoies DeAndre Ayton, t'envoies Toumani Camara, t'envoies des joueurs qui auraient été extrêmement utiles du côté de Phoenix pour récupérer Nurkic, qui était un poids mort, littéralement, cette année. Ça part en cacahuète, et vraiment, ce que je ne comprends pas du côté de Phoenix, c'est comment, on parle souvent des doubles timelines. Comment tu peux avoir une double timeline en même temps, enfin, la double timeline, mais contradictoire. C'est-à-dire que, dans le même temps, Phoenix essayait de faire Butler, mais si KD avait dit oui, aurait envoyé KD à Golden State pour récupérer Butler. Je ne comprends pas comment tu peux avoir une telle dichotomie dans tes velléités sportives et dans tes choix de front office. Tom, lève la main. Vas-y, Tom. Oui, je me permets de rebondir parce que c'est comme pour le choix de Memphis qui a été évoqué justement pour Kevin Durant et Kevin Durant et aussi Jimmy Butler. Comment ton plan A, c'est all-in sur un trentenaire et ton plan B, c'est on évite la taxe. Bien sûr. Ça n'a pas de sens. Je me demande à quel degré d'agressivité Memphis a essayé de récupérer soit Jimmy Butler, soit Kevin Durant. Alors que Golden State, on sait, si KD avait donné son accord, que KD serait retourné à Golden State. C'est un fait. Le trade était OK. Donc c'est plus sur cet aspect-là où je me dis, comment Phoenix peut avoir une telle dichotomie? Parce que le but, c'était quand même d'associer Butler à à Booker et KD. Mais tu vas où? Avec une itération où tu récupères Jimmy Butler, où t'envoies Kevin freaking Durant à Golden State. Ça, je comprends pas. Je pense que Golden State, pour moi, Phoenix, sont les grands perdants de cette deadline parce que je ne comprends pas où ils vont, en fait. Je comprends pas quelle est l'approche sportive. Comme je l'ai dit, je vais pas me répéter 150 fois, mais ça manque clairement d'une politique sportive. Ça manque de quelqu'un qui fait des choix tranchés. Encore une fois, je me demande à quoi sert James Jones parce que ça, ce genre de situation, ça pue le proprio interventionniste qui n'en fait qu'à sa tête. Donc, on est dans une situation où même un retooling autour de Devin Booker, j'y crois pas. Pour moi, la seule situation où ils sont obligés de faire un retooling autour de Devin Booker, c'est si jamais KD ne part pas à Houston. Pour moi, il y a une situation qui est assez probable où, puisque de toute façon, Brian Whitehorse en a parlé, c'est un secret de Polichinelle, la draft, on va parler de Cooper Flagg, mais on va aussi parler de Kevin Durant au moment de la draft, un trade de Kevin Durant. Il y a un scénario où Phoenix fait, allez, c'est bon, on récupère Houston, vous vouliez KD il y a un an, on vous l'envoie et on récupère nos pics. C'est la seule situation, moi, où je trouve que Phoenix a une porte de sortie. Même le retooling autour de Devin Booker, je trouve ça potentiellement assez faible. Et tu vois, t'envoies KD à Memphis ou t'envoies KD à Minnesota, par exemple, pour parler des destinations qu'on leak. Qu'est-ce que Phoenix aurait réalistiquement pu récupérer de la part de ces deux franchises qui aurait permis un retooling autour de Devin Booker pour être compétitif? Je vois pas de package vraiment intéressant. Peut-être à Memphis, mais je pense pas que Memphis aurait lâché, que ce soit Desmond Bane ou que ce soit encore moins Jaren Jackson Jr. pour KD. Et du côté de Minnesota, ça aurait été quoi, Julius Randle ou Rudy Gobert? Donc non. Donc pour moi, ils sont dans une situation où dans 6 mois, ça va appeler Houston et en fait, ça va être l'explosion complète du projet. Même si Matisse Bia est en mode non, on continue à être compétitif, ça va lui péter à la tronche. On aime beaucoup jouer un peu les avocats du diable, hein. On l'a vu dans les commentaires YouTube de la vidéo pour le trade de Luka Doncic. En fait, je pense que le proprio ou l'équipe à Phoenix, ils se sont dit, il y a rien de pire que de ne rien faire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est clair. Il bouge pour bouger, en fait. Tu disais, Constant, il n'y a pas de politique. Pour moi, si, il y a la politique du mouvement de Matisse Bia. C'est ça, la politique. Ouais. C'est, on bouge. Pour faire quoi? On sait pas. On sait pas, mais on bouge. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ils se sont dit, de toute façon, si on continue comme ça, on n'ira nulle part. Donc, autant tenter un truc. Et je pense que c'est ça qui a fait que se sont dit, écoutez, on va peut-être se laisser tenter par ce qui se passe au niveau de Kevin Durant. Mais c'est vrai que ça peut paraître incohérent. Salé. Oui, c'est c'est incohérent, mais encore une fois, parfois, voilà, l'immobilisme est pire que parfois faire peut-être un choix que tu regretterais, tu vois. Puisque ne pas bouger, c'est choisir. Ne rien faire, c'est choisir.
Bien sûr. Mais du coup, en fait, ce qui est incroyable aussi avec Phoenix, c'est qu'ils sont dans une situation où ils ont la no trade clause de Bradley Beal et ils s'en imposent une sur Kevin Durant. C'est-à-dire que Kevin Durant, théoriquement, il peut être tradé n'importe où, il n'a pas de no trade clause, mais alors, puisque KD a dit je veux pas aller à Golden State, je vais pas les changer. Donc vraiment, Phoenix agit. Phoenix, on est. Mais c'est pas que Kyle Kuzma qui doit avoir ses privilèges, hein. Non, mais bien sûr. Kyle Kuzma qui avait veto à trade à Dallas la saison dernière. Ma théorie, les gars, un jour je vous ferai un thread Twitter où je vous expliquerai que c'est le veto le plus important des 5 dernières années. Genre, je peux te dire que si PJ Washington il tombe pas à Dallas. Mais oui, PJ Washington n'est pas à Dallas. Est-ce que Luka, c'est le truc le plus, les ramifications de la décision bref, de ce bip de Kyle Kuzma sont complètement folles. Bref. Non, mais on parlera de Phoenix plus intensément quand on fera le post-mortem. Mais on est, franchement, ce qui est bien, c'est moi, je vois la liste d'équipes dans lesquelles on va parler. Si on fait un top 5 des front office les plus pourris ou des équipes les moins bien gérées ou avec le moins de cohérence depuis 18 mois, Phoenix, ils sont dans le top 5, quoi. Et je pense vraiment, Phoenix, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement et on se retrouve à la draft. Oui, je pense qu'on est plutôt tous d'accord là-dessus. Les gars, on en est bientôt à 1 heure de podcast. Enchaînons avec le cas Jimmy Butler. Parce que oui, finalement, ce n'est pas Kevin Durant qui a posé ses valises du côté des Warriors. Ça, on pourrait limite faire toute une analyse sur le fait que ça veut quand même dire beaucoup de choses, le fait que Kevin Durant ait refusé les Warriors. Mais passons là-dessus. Jimmy Butler, après donc une bataille avec Pat Riley, a fini par arriver du côté de Golden State dans un trade avec les Pistons, le Heat forcément, les Raptors et le Jazz d'Utah. Revenons en grande partie sur le projet Golden State. Les gars ont parlé beaucoup en off et sur la conversation de Dunk Hebdo un peu de la direction de Golden State sur ces dernières semaines, voire dernières années presque. Est-ce que ce trade vous donne une direction claire pour les 18 prochains mois, les 2 prochaines années des Warriors? Le désespoir. Le désespoir, clairement, c'est que je pense que c'est une équipe qui s'est trouvée obligée de bouger parce que ça a beaucoup bougé autour d'elle, notamment dans sa division, et que derrière, ça souffle très fort et ils peuvent pas se permettre de rater les playoffs. Donc, je pense que c'est une équipe qui, après un gros départ, a fait quelques paris dans la saison. On a eu la blessure de Melton, la grève de Dennis Schroeder qui est arrivée, qui a pas fonctionné. C'est une équipe qui avait besoin justement de certitude et de choisir un chemin. Et ils ont choisi le chemin de la compétitivité sur les dernières saisons de Steph et Draymond Green, plutôt que cet entre-deux où on a des jeunes qui sont pas encore totalement prêts et on a des vieux qui commencent à vieillir, qui peuvent plus tenir la baraque. Donc, ils ont fait le choix de l'ancienne garde. Donc, ils vont faire, je pense, encore d'autres moves qui, en tout cas, je pense à la draft, ou voire même avec Kuminga, qui vont aller dans le sens de la compétitivité à court terme. Et voilà, je pense que c'est le minimum je pense qu'il fallait faire pour Steph. Et je pense que aussi les fans même s'ils perdent Andrew Wiggins dans l'équation, je pense que les fans des Warriors sont plutôt contents de ce move, car je pense qu'ils préfèrent récupérer Jimmy Butler que Nikola Vucevic. Constant, je t'ai vu un peu plus dubitatif sur le move. Je sais pas si c'est un move de désespoir. Ce que je comprends pas là aussi, il y a beaucoup je me pose pas mal d'interrogations, encore une fois, sur le discours que peuvent tenir certaines franchises dans cet épisode, mais je comprends pas pourquoi Golden State, pendant quasi un an, nous dit non, on veut pas handicaper le futur, on fait pas Lauri Markkanen, on fait pas Paul George, on veut une certaine stabilité au niveau financier, on veut pas sacrifier le long terme. Sur quoi, moi, j'étais plutôt d'accord avec eux, même si ça les mettait dans une position inconfortable, puisque du coup, ça jetait un petit peu un voile assez sombre sur la fin de carrière de Stephen Curry niveau compétitivité. Pour ensuite donner 35 puis 34% du cap à 36 ans et 37 ans Jimmy Butler. C'est-à-dire que l'an prochain, il y a 89% du cap qui est sur Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green. Des joueurs qui ont respectivement 37, 36, 35 ans. Jonathan Kuminga n'est même pas prolongé.
Et Jonathan Kuminga, je pense que tu es dans une situation où peut-être qu'ils vont faire un sign and trade. Peut-être que tu as une équipe finalement avec du cap qui va faire ce qu'on fait. Brooklyn. Ouais, Brooklyn, mais bien sûr, Brooklyn. J'aurais dit Toronto, mais Toronto, ils ont d'autres priorités. Mais je pense que tu es dans une situation où, en fait, les Warriors, ce qu'ils se disent, c'est effectivement qu'ils veulent être compétitifs, mais ils veulent un niveau plancher. C'est-à-dire que les fans des Warriors, si vous nous écoutez, vous pouvez répondre en commentaire. Je pense que tout le monde au sein de la fanbase des Warriors, c'est que un trio Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green en 2025 t'amène pas jusqu'au titre. Au mieux, il te fait passer 2 séries de playoffs. Et encore, au mieux. C'est quand même les finales de conf, hein. Oui, c'est pour ça, je dis au mieux. Pour être gentil, ils te font gagner une série de playoffs. Et je pense surtout que le piège dans lequel se sont mis les Warriors, c'est que ils essayent d'être compétitifs quand leur meilleur joueur ne l'est pas suffisamment pour porter une équipe là où ils aimeraient aller. C'est-à-dire que on en a parlé dans le 4 quarts il y a plus d'1 an avec Adrien, et il me semble que c'était avec toi, Tom, ou avec Amine. On en a parlé dans le DH20, et là, ça se confirme. Stephen Curry n'a plus le niveau pour porter une équipe déjà un haut niveau en termes de volume et que ce soit un haut niveau en termes de compétitivité. Steph, il est sur la fin. Il est cramé. Encore une fois, je l'ai tweeté, c'est Gimli. Il est bon sur les courtes distances, les JO. Mais sur l'intégralité d'une saison régulière, il n'a plus la capacité physique de porter son équipe. Et à partir de là, tu te retrouves dans une position qui est très difficile où Stephen Curry est trop grand pour pouvoir être échangé. Tu peux encore moins lui faire ce que tu as fait à Luka Doncic. Donc, tu es obligé de garder Stephen Curry jusqu'à la fin de sa carrière du côté de Golden State. Sauf que t'as pas envie qu'il finisse sa carrière dans une équipe moyenne. Qu'est-ce que tu fais? T'ajoutes Jimmy Butler pour t'amener un niveau plancher et pour te dire, cette année, on va viser le play-in, on va essayer de se qualifier en play-off. L'an prochain, ça va être pareil. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils sacrifient un petit peu financièrement, voire même beaucoup financièrement, en prolongeant Jimmy Butler pour se dire, on a un niveau plancher en termes de compétitivité. On n'ira pas tout en haut, mais au moins on garantit de belles années en termes de résultats sportifs pour la fin de carrière de Curry. Ça fait beaucoup d'équipes qui font ça à l'Ouest, hein. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont leur projet autour de stars vieillissantes. Tu vois, je me faisais cette réflexion par rapport à... Parce que Constant a abordé un peu le cas, on va dire, Warriors à venir. Toi aussi, Tom, je vais me concentrer peut-être sur Jimmy Butler en lui-même. Moi, j'ai une vraie question, c'est aussi quel Jimmy Butler on aura en répétition de performance de haut niveau. Tu parlais du Jimmy Butler payé, le Jimmy Butler sans problème contractuel. Mais le Jimmy Butler qui a des choses à prouver. Le truc, c'est que les gars, on est sur un joueur, on a passé le cap là difficile des 34-35 ans où maintenant on commence à avoir plus de données. C'était un territoire où on n'avait pas assez de données pendant une grande période, mais vu que les joueurs jouent de plus en plus longtemps, on en a de plus en plus. C'est des périodes de la vie d'un joueur où d'une année à une autre, le niveau peut dégringoler de manière drastique. Moi, j'ai très très peur. Tu parlais, Constant, du volume de Steph Curry. Exactement la même question sur le volume de Jimmy Butler. En fait, est-ce que Jimmy Butler est capable d'encaisser un gros volume à répétition? Je me faisais cette petite réflexion juste d'un mauvais esprit de ma part. Il sort d'une division où il y avait 2 joueurs DH20 et l'autre, c'était Bam Adebayo qui était dans son équipe, à une division où il y a 7 joueurs DH20 et il y en a 3 sur sa position qui sont tous les 3 meilleurs que lui, quand Kawhi Leonard joue. Donc, j'ai une vraie notion, j'en avais parlé en plus dans le DH20, en disant, je pensais pas que ça allait arriver, que Jimmy Butler arrive à l'Ouest, c'est Draymond Green qui parlait souvent de cette notion, il faut que tu sois un joueur de 16 matchs et un joueur de 82 matchs. Allez, il faut que Jimmy Butler soit à nouveau un joueur de 82 matchs. Et moi, je veux pas qu'on s'accroche, et je suis d'accord avec vous, au souvenir de ses anciennes performances pour justifier que Jimmy Butler sera capable en 2025-2026 d'être bon sur 70 matchs de saison régulière. Parce que, et c'est là une nouvelle dimension pour Jimmy Butler, il devra être bon sur 70 matchs de saison régulière avec ces Warriors-là pour éviter le play-in, ce qui, je pense, sera in fine leur objectif en 2025-2026. Après, je pense que, tu vois, sportivement, il y a eu beaucoup de moves en dessous, du moins en dehors du top 4, parce que les équipes qui sont en haut ne font pas assez peur. C'est-à-dire qu'elles sont moins prouvées. C'est-à-dire que, encore une fois, comme tu disais, Ben, les équipes de vétérans sont moins adaptées à la saison régulière, mais si tu leur donnes un set de match avec 2 jours de repos entre chaque match, avec l'expérience, tout ça, voilà, l'écart va se niveler et peut-être qu'elles se disent qu'elles ont une chance, forcément. Selon eux, ouais, selon eux. Hein, on précise, c'est pas ce qu'on pense, hein, mais c'est ce que
et je pense surtout de la part de joueurs qui sont habitués à connaître les finales de conférence, les finales NBA, etc., il peut avoir dans ce psyché cette idée que oui, on peut faire ça. Les gars, si on continue peut-être du coup sur la vision à long terme sur ces Warriors, est-ce que on parlait, et il y avait cette question qui se posait, une potentielle reconstruction des Warriors, on est d'accord que ça renvoie la balle un peu plus loin du coup, mais est-ce que ça pose la question de la draft des Warriors et peut-être de futur été des Warriors? Est-ce que vous voyez d'autres mouvements? Parce que en l'état, la double timeline, il y a vraiment un écart qui n'a jamais été aussi profond entre tes 3 meilleurs salaires, t'en parlais Constant, et le reste de ton effectif qui est composé grandement de joueurs assez jeunes. Ce qu'a dit Dunleavy en conf de presse, il a dit on a un joueur, enfin nos 3 meilleurs joueurs ont 35, 36 et 34 ans. Ça c'est une sacrée double timeline en se fendant la poire. Enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait les Warriors l'été prochain? J'étais en train de calculer pendant que vous parliez, parce que j'ai dit que le trio Curry, Butler, Draymond prend 89% du cap l'été prochain. Ils sont au-dessus du cap avec 6 joueurs. 6 joueurs. 6. Et encore une fois, Jonathan Kuminga n'est pas prolongé. Donc ils peuvent rien faire en fait. Ils peuvent rien faire financièrement. C'est une équipe qui s'est remis dans le caca financièrement après avoir assaini ses finances il y a de ça 1 an. Bref, je suis très perplexe, mais ce qu'ils vont faire, moi je pense qu'ils vont sacrifier Kuminga déjà. À la free agency, à la restrictive free agency, ils vont sacrifier. Et après, ils vont se dire que les jeunes qui sont encore là vont soit devoir prouver et être impactants directement, que ce soit les Moses Moody ou que ce soit les Brandon Podolski, soit être échangés pour amener des vétérans potentiellement dans types qu'ils ont amenés à la free agency, que ce soit les Anthony Melton, les Kyle Anderson, ce type de profil qui sera suppléé ou qui sera préféré par rapport aux jeunes qui pourront pas apporter directement. C'est ça, il y aura une croix faite sur le spéculatif. C'est-à-dire que le joueur qui a besoin de faire des erreurs, bah, il ira faire des erreurs ailleurs. Voilà, c'est ça. Ce qui pose la question quand même de la politique, notamment des rotations de Kerr sur les 18 derniers mois. Quand même, parce que si tu en arrives à ce moment-là, pourquoi tu crées pas des rotations un peu plus répétitives, des rotations où tu donnes vraiment et tu crées une hiérarchie parmi tes jeunes joueurs pour permettre... Vas-y, Tom. Non, pour répondre à ta question, pour commencer à répondre à ta question, c'est que en début de saison, ils avaient de la profondeur, tu vois, le fameux strength in number, ils jouaient à quoi? 11, 12, tu vois, parce qu'ils avaient énormément de profondeur et beaucoup de joueurs interchangeables. Là, ils ont moins de joueurs interchangeables. Donc il va falloir avoir des rotations un petit peu plus constantes et plus concrètes. Et alors oui, on peut se poser la question de la problématique du spacing, puisqu'au final, il y a très peu de gens qui en dehors de Stephen Curry, il va avoir très peu de gens qui tirent. Alors oui, Jimmy Butler ne tire pas, mais c'est quelqu'un qui peut utiliser le spacing, qui sait créer, qui sait trouver un moyen pour créer des espaces, aller dans des Butler, il est respecté de manière bizarre aussi par les équipes aussi. C'est Jimmy Butler, parce que tu sais que si tu lui laisses trop de marge, il va tomber dans la raquette, il va faire la pump fake, tu vas mordre, il va avoir les lancers. Voilà, donc tu es obligé de respecter ça, quoi, puisque c'est un joueur, un solide joueur off ball, même sans shoot, d'ailleurs. Et par rapport aux Warriors, voilà, c'est une équipe qui va être obligée d'évoluer. On a vu, par exemple, l'arrivée de Quinton Post, qui arrive dans le 5 à un moment donné pour justement donner cette notion de spacing. Donc voilà, c'est une équipe qui va être obligée d'évoluer, de faire évoluer son écosystème en fonction des joueurs qui vont soit être disponibles, soit en fonction des qualités des joueurs qui vont jouer et qui seront en forme, puisque il y a eu un moment où Jonathan Kuminga était très en forme. Du coup, ils ont réadapté le système pour que lui puisse être à l'aise, puisse être plus à l'aise. Ensuite, il y a Draymond Green qui était absent. Ils ont un peu changé les choses pour que Steph Curry arrête de te faire garder de face. Puisque au final, c'était ça les techniques défensives des adversaires, c'est-à-dire qu'on garde Stephen Curry, il est marqué directement où l'adversaire ne regarde même pas le ballon. Il regarde que Steph Curry. Et voilà, débrouillez-vous à 4 contre 4. Débrouillez-vous à 4 contre 4 sans Steph Curry. Et là, justement, l'arrivée de Jimmy Butler va permettre de moins pouvoir utiliser cette stratégie-là, mais va quand même falloir trouver un personnel intéressant qui n'a pas trop de limites des deux côtés du terrain, puisqu'ils ont perdu pas mal de two-way players dans l'affaire.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le côté ironique de la saison des Warriors, c'est qu'ils débutaient avec une rotation à 12, maintenant ils ont 12 joueurs sous contrat standard. C'est assez ironique, dont 3 intérieurs, avec Trey Jackson-Davis, Kevin Looney et Quinton Post, donc littéralement 3 joueurs qui peuvent pas jouer ensemble. Salut, c'est le Ben du montage, et oui, décidément, en ce moment, c'est une habitude. La partie que vous allez écouter s'intéresse au trade de Mark Williams aux Lakers. Et oui, décidément, en ce moment, les Lakers nous broient tous nos podcasts parce que, oui, on a enregistré avant que le trade de Mark Williams ait été avorté. Mark Williams ne va pas faire ses valises pour Los Angeles parce qu'il y a eu des problèmes qui ont été décelés durant la visite médicale. On s'est posé la question, est-ce qu'on garde cette partie, est-ce qu'on la retire? Au final, on a décidé de la garder parce que au sein de cette partie, on s'intéresse non seulement à l'arrivée de Mark Williams, qui ne se fera donc pas, mais aussi aux problématiques pour les Lakers de construire à la fois une équipe viable pour cette future campagne de playoff 2025, mais aussi de garder à l'œil le moyen et le long terme avec Luka Doncic. Donc, comme c'est un peu un sous-texte de cette partie, on a décidé de la garder. Donc voilà, gardez bien évidemment à l'esprit que Mark Williams n'arrivera pas du côté des Lakers, mais il y a d'autres éléments intéressants dans cette partie. Les gars, on reste dans la Pacifique. C'est peut-être pas la meilleure des transitions, mais c'est celle qu'on a choisie pour parler des Lakers. Alors cette fois-ci, pas avec Luka Doncic, mais avec l'arrivée de Mark Williams en provenance des Hornets. Alors les gars, c'est peut-être le trade le plus surprenant dans le sens où je pensais pas que Mark Williams était disponible en fait. On est peut-être encore constant sur le théorème Lakers. On est face à un joueur qui était potentiellement pas disponible et qui est devenu disponible. Si, non mais je suis désolé. Là, je m'énerve. Parce qu'on donne du crédit à Rob Pelinka pour avoir tradé pour Luka Doncic pour avoir récupéré Mark Williams. Le gars décroche juste son téléphone. C'est le management des Hornets qui l'a appelé parce qu'ils étaient intéressés par Dalton Connect. Rob Pelinka, il décroche son téléphone, il fait quoi? Une offre de merde? Moi, je la prends. Non, mais ça m'agace. Et après, les gens se demandent pourquoi je déteste les Lakers. Enfin, les Lakers sont la franchise que je déteste, même si détester, t'as bien un grand mot. Là, pour le coup, même si je me suis emporté, je suis beaucoup moins dithyrambique sur le trade de Mark Williams que sur le trade de Luka Doncic. Pourquoi? Parce que les Lakers, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient un intérieur, ils voulaient pas débuter une campagne de playoff avec Jackson Hayes en tant que titulaire en poste 5, et je les comprends. Mais, pour moi, ils ont exaucé le vœu de Luka Doncic, qui était d'avoir un intérieur vertical à la Daniel Gafford ou à la Derek Lively. Je suis pas sûr qu'ils aient pris le bon intérieur. Je m'explique. Mark Williams, alors, il va falloir modérer mes propos et il va falloir poser déjà un contexte qui, hormis les fans de Charlotte, a regardé plus de 5 matchs des Hornets cette saison. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai dû regarder genre 3-4 pour un 4K, c'est tout. J'avoue qu'avant, j'avais presque rien vu. Voilà. La Mélo. Voilà, la Mélo. Mais du coup, sur les matchs où il y avait la Mélo, Mark Williams n'était pas toujours là. Voilà. Donc, c'est la problématique. D'ailleurs, la petite stat, c'est 284 minutes. C'est le nombre de minutes passées avec la Mélo, Brandon Miller et Mark Williams ensemble sur le parquet. Voilà, c'est la stat. Ça fait 2 saisons que Brandon Miller a été drafté. Non, mais pourquoi, selon moi, ils ont pas pris le bon intérieur? Quand on avait fait le live sur le trade de Luka Doncic, moi, j'avais dit, je serais curieux que les Lakers s'intéressent pas à Walker Kessler. Je pense que l'erreur, entre guillemets, qu'ont fait les Lakers, même si c'est une erreur somme toute relative, c'est de prendre un intérieur vertical et de prendre un pivot offensif. Là, pour moi, ils auraient plus eu besoin d'un protecteur de cercle et d'un profil plutôt défensif. Cela dit, Mark Williams, on a vu quand même que sur les matchs où il était là, était une machine à double-double. C'est un joueur qui a connu quand même une bonne progression offensive cette année et qui commençait vraiment à être un joueur que tu dois défendre et très fortement et qui peut poser problème à pas mal d'intérieurs, on va dire, offensivement. Après, voilà, défensivement, il est un peu, pour moi, il souffre un petit peu du même problème que Nick Richards, c'est-à-dire que c'est un joueur qui défensivement n'est pas très bon. Et surtout, il y a un point d'interrogation, et c'est un peu ce sur quoi sont en train de tomber les Suns avec Nick Richards. Il y a un niveau de compétitivité auquel Mark Williams n'a jamais connu, en fait. Donc, est-ce que c'est un joueur qui va être capable, d'une part, d'être aussi dominant offensivement sur des intérieurs qui seront meilleurs que ce qu'il affrontait du côté de Charlotte? Et est-ce que défensivement, il va être capable de tenir? Donc voilà, je trouve que déjà, tu trades tes derniers assets, hein, c'est-à-dire que là, en termes de tour de draft, les Lakers n'ont plus rien pour un joueur qui a jamais joué plus de 40 matchs en 3 saisons. C'est une problématique. Et même, je pense que Tom et toi, Ben, je vous laisserai parler un petit peu de l'aspect blessure. Mais moi, vraiment, sur le profil, je pense que il va
évidemment surkiffé et il va évidemment être bien mis en valeur par Luka Doncic. Mais je pense que si on ramène ça au niveau des Lakers, selon moi, il y a une problématique de profil. C'est qu'ils sont partis sur un profil offensif pour le pivot, là où selon moi, ils auraient plutôt eu intérêt à partir sur un profil défensif et non protecteur de cercle. En fait, quand on parle de ce trade, moi j'ai un problème. C'est, en gros, il faut qu'on conjugue la phrase au présent, au passé, au futur proche ou au futur simple. On parle de quelle timeline en fait avec Mark Williams. C'est mon gros problème de ce trade, c'est que si tu veux analyser ce trade sous l'angle le pivot des Lakers pour la campagne de playoff 2024-2025, ouais, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que le mec est jamais en bonne santé. Je suis inquiet parce que tu disais constant pas assez de répétitions au niveau des matchs. Donc, bizarrement, oui, on sait que les jeunes pivots ont besoin de répétitions pour être des ancres défensives et il a pas de répétitions. Donc, il a du mal à lire les systèmes et il est pas très bon. Même si, moi, je relativiserais parce que je pense qu'il y a quand même, le mec vient d'un contexte un peu difficile, donc ça sera jamais un défenseur de l'année, mais je pense qu'il peut faire peut-être un peu mieux, même si au niveau, j'avais un des matchs que j'ai vu des Hornets, il s'est pris une mixtape de Vucevic, donc, et il s'est pris une mixtape de Valanciunas aussi récemment, je crois. En termes de placement sur le parquet, de placement défensif, le QI défensif de Mark Williams, c'est pas que les Hornets, hein, c'est le joueur. Et pas ouf. Ouais. Et pas ouf. Après, si tu me dis que c'est le pivot, parce qu'il va falloir le re-signer, Mark Williams, à un moment, si tu me dis que c'est le pivot titulaire de Luka dans 2-3 ans, je te dis qu'avec plus de répétitions, s'il reste en bonne santé, ça c'est le gros point noir, je suis un peu moins sceptique sur le trade dans lequel quand même les Lakers ont lâché un premier choix de draft. Bon, moi je maintiens qu'un premier choix de draft des Lakers sur 7 ans, ça vaut très peu de choses parce qu'on les appelle, comme a dit Constance, on les appelle pour leur donner des trades, donc forcément c'est à relativiser. Mais voilà, c'est un peu la problématique de parler des Lakers en ce moment, c'est est-ce qu'on parle des Lakers avec LeBron ou des Lakers avec Luka dans 2-3 ans? Parce que ces Lakers, pour ce trade des Lakers avec Luka dans 2-3 ans, si tu cherchais un jeune pivot avec un peu de potentiel, certes sur un profil offensif, bah c'était peut-être une des meilleures choses que tu pouvais obtenir, Mark Williams. Je pense que déjà, les Lakers, ils auraient pas pu rappeler Danny Ainge après qu'il ait facilité le trade de Luka. Non. C'est pas faux. Le numéro, il est bloqué. Il aurait rapproché directement. Il a dit non, Rob. Tu peux pas m'appeler après m'avoir fait ce coup-là, tu vois. Je pense déjà que tu me préviens 30 minutes avant que c'est pour un trade de Luka Doncic avant d'officialiser le trade. Non, là, je vais pas te lâcher, Walker Kessler. Même si tu lui mets un first round, Danny Ainge, il peut renier tous ses principes. Attention. Et je pense que voilà, c'était peut-être si par exemple par rapport aux aspirations en tout cas des Lakers et l'argent qu'ils étaient prêts à bouger, parce qu'il y a ça aussi à considérer dans le package, puisqu'au final ils font matcher un contrat rookie, ils ont pas allé par exemple utiliser le contrat d'Austin Reeves, le contrat de Rui Hachimura ou même le contrat de Jared Vanderbilt qui vient de revenir. Ils ont pas utilisé ces contrats-là qui sont des joueurs structurants et qui pourront être importants pour une campagne aujourd'hui, pour récupérer quelque chose qui sera utile pour eux à partir potentiellement de la saison prochaine. Vous voyez, Memphis, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Donc, globalement, je trouve que ils ont fait, je pense qu'ils se sont un peu précipités pour Mark Williams en se disant c'est une opportunité de marché. Et pour moi, je trouve que le joueur est pas hyper bien identifié. Alors, vous avez parlé un peu de ses problématiques d'absentéisme à cause des blessures. Personnellement, même en tant que partenaire de pick and roll de Luka Doncic, je trouve que c'est pas un joueur hyper explosif non plus, ni hyper vertical, hein. C'est-à-dire que c'est un joueur qui joue. Il est long. Voilà, c'est un joueur qui joue au-dessus du cercle parce qu'il est long, mais c'est pas un joueur qui, tu vois, au niveau des flashs vers le panier, des trucs comme ça qui. Pas Gafford. Ouais, c'est pas Gafford, c'est pas Lively. Voilà, c'est pas un gros roller, quoi. Donc après, bon, il y aura voilà, Luka Doncic est un passeur exceptionnel. Au final, t'as peut-être qu'à lever les bras, ils trouveront un moyen de te donner la balle près du cercle et t'auras qu'à finir. Donc oui, offensivement, ça va fonctionner. Mais au final, est-ce que pour ceux qui vont avoir, alors, ça risque d'être blasphématoire, mais est-ce que défensivement, non, c'est blasphématoire, je vais pas le dire. J'allais dire, est-ce que au final, si tu veux un joueur offensif, est-ce que Christian Wood n'aurait pas pu faire l'affaire? Non, c'est blasphématoire. C'est blasphématoire. Si tu veux qu'un mec offensif.
Je préfère Jackson Hayes. Vas-y, mais moi. Certes, il est minuit, Tom. D'ailleurs, tiens, l'horloge le prouve, il est minuit. Il est minuit, voilà. La montre, là aussi. Mais non, alors, mets Jackson Hayes dans ce cas-là. Ou mets LeBron au poste 5, là, comme ils font, là, non, en ce moment. Vanderbilt, je pense qu'ils vont mettre beaucoup de Vanderbilt. En tout cas, moi, je trouve que c'est un move qui est précipité et que c'était pas nécessaire tout de suite. Après, tu me diras, c'est une opportunité de marché, il est encore dans son contrat rookie, c'est un joueur au drafté, mais pour moi, il y a trop d'incertitudes pour donner un pic d'une telle valeur. Tu vois, là, c'est le problème de parler des Lakers actuellement, c'est que, oui, tu peux défendre l'idée que c'est un move précipité, mais vu le niveau de LeBron et l'âge de LeBron, quand même, c'est peut-être soit ta dernière campagne de playoff, soit ton avant-dernière campagne de playoff. Est-ce que tu as le temps de pas te précipiter? Parce que tu n'avais rien au poste de pivot. Justement, dans ce cas-là, tu utilises des contrats pour aller chercher un joueur qui est prouvé, tu vois. Ça a parlé de Miles Turner, potentiellement Clint Capela, des joueurs comme ça qui sont un petit peu plus confirmés, sans cette notion de moyen termiste. Exactement. C'est pour ça que plus le temps avance, plus je me dis, alors j'ai mes gros doutes comme vous sur Mark Williams, puis je pense que ça a été pour eux un espèce de compromis entre il répond à certaines problématiques à court terme sans répondre à tout. C'est un joueur qu'on pourra avoir avec Luka dans 3-4 ans. Il peut répondre à un espèce de fit pas parfait avec Luka parce qu'il est long plus que d'être vertical. Je pense qu'ils l'ont vu comme un compromis au poste de pivot à l'heure actuelle. C'était le meilleur choix qu'ils pouvaient faire pour le long terme, tout en apportant du court terme, tout en ne sacrifiant pas des joueurs de l'effectif en l'état. Qui pourraient leur apporter d'autres choses, genre cet été. Qui pourraient leur apporter maintenant, ou cet été aussi, pour une campagne de playoff. Tu vois, moi je disais que j'étais terrifié à l'idée de ce qu'ils pouvaient faire du contrat d'Austin Reeves, potentiellement pour récupérer un poste 5. Non, justement, ils sont dans cette optique de... On continue à préparer le terrain sur le fait que ça devient l'équipe de Luka Doncic, mais on ne veut pas sacrifier la campagne de playoff. Donc, on n'envoie pas, ce qu'a dit Tom, les contrats de Vanderbilt et on récupère un joueur sous contrat rookie, même s'il peut poser certaines interrogations. Alors, c'est une question totalement hypothétique, totalement stupide. Si Mark Williams jouait 70 matchs à l'année, est-ce que votre analyse serait totalement différente ou c'est vraiment une question de fit de terrain, votre question? Sur les problématiques de placement de QI défensif, ce serait toujours les mêmes. Après, je pense que si tu venais à récupérer Mark Williams, qui est plus jeune que Dalton Connect, ça faut quand même le mentionner, contre un first unprotected 2031, mais que tu avais un Mark Williams qui est en 19-11 sur 70 matchs, on serait peut-être moins sceptique sur le deal. Sachant que par rapport au côté terrain, le fait d'avoir, tu vois, encore une fois, des joueurs longs déjà autour. C'est ça aussi, puisque c'est quelque chose qu'on peut sous-estimer en défense. Alors oui, les Lakers normalement ne sont pas censés être une bonne défense. Ils risquent d'encaisser un camion de points en transition avec LeBron, Doncic et tout ça. Donc ils risquent mais chose qui est sous-estimée, c'est une équipe qui est longue et c'est une équipe qui est grande et puissante. Donc il y a des profils où simplement via le gabarit, ils vont pouvoir gêner les équipes qui sont petites et pas assez rapides pour mettre pour être assez décisif sur les premiers décalages. Donc voilà, entre guillemets, il pourrait un peu bricoler une défense autour de la grandeur de Mark Williams et des différents profils athlétiques, tu vois, qui sont pas forcément des gros défenseurs, mais tu vois, les Rui Hachimura, les morphotypes athlétiques peuvent poser des problèmes, notamment sur du jeu de pénétration. On en parlera dans l'épisode Power Ranking, je pense. Oui, ouais, parce que moi, ça a fait tilt. Certains profils auxquels j'ai pensé. Bref. Ouais, et puis le point of attack. Oh là. Oula. Austin Reeves. Aïe. Aïe. Eh bien, nous, on en a fini pour ce point à l'ouest qui était, on va l'avouer, le point le plus sexy des deux. Parce que le point est, on a la trame devant nous. Bon, oui, ça fait moins rêver, mais il faut de tout, voilà, dans un monde. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés pour cette première partie de notre bilan de la trade deadline. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour qu'on passe enfin cette barre et également sur les applis de podcast. Constant, Tom, on se retrouve dans plusieurs jours pour discuter ensemble de la partie à l'Est. Et puis d'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine. Salut!